Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Au cours précédent, on a parlé des chasses aux sorcières en Occident. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de l'histoire des sorcières en Afrique, dans les Antilles françaises et en Louisiane. Et c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent parole dans l'espace public pour dire à quel point c'est important de parler de l'histoire des Noirs, pas juste un mois par année. Et je suis d'accord, je pense que c'est vraiment important. Mais surtout, à chaque fois que je fais des recherches sur des groupes marginalisés ou sur des personnes racisées, je me rends compte à quel point je connais rien sur le sujet et à quel point ça a manqué aussi à mon cheminement académique. Et dans l'avenir, j'aimerais vraiment que le petit cours d'histoire féministe se penche davantage sur des réalités qui sont diversifiées. Ceci étant dit, nous allons tout de suite passer à l'épisode. Donc, qu'en est-il de l'histoire des sorcières ailleurs qu'en Occident? Il n'y a pas vraiment eu de chasse aux sorcières institutionnalisée ailleurs qu'en Occident, à ma connaissance, en tout cas, comme on l'a vu là, en Europe et à Salem aussi, en Amérique du Nord. Mais la pratique de la magie, des arts divinatoires et plus largement toute démonstration de puissance de la part des femmes a été aussi punie ailleurs dans le monde et aussi à travers le système colonial. Avec la traite transatlantique, il y a beaucoup d'esclaves noirs qui sont amenés dans les Antilles et dans les colonies sucrières. Et ces personnes-là amènent avec elles leurs croyances et leur religion. Ils, et surtout elles, parce que ce sont surtout les femmes qui sont dépositaires de ces savoirs, doivent cacher leur religion et leurs croyances aux maîtres blancs. D'ailleurs, souvent, les esclaves sont forcés de se convertir à la religion de leur maître. C'est la raison pour laquelle on peut observer un véritable métissage entre les religions des colonisateurs et celles des esclaves qui sont venus d'Afrique. Et c'est vraiment par la traite transatlantique que le vaudou va se répandre finalement. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'il existe plusieurs branches de vaudou. Il y a le vaudou de la Nouvelle-Orléans et celui d'Haïti qui sont deux choses complètement différentes. Et chaque localité a développé sa propre conception, sa propre interprétation du culte. Plusieurs branches se sont mélangées, particulièrement en Nouvelle-Orléans parce que c'était un port d'où venaient toutes sortes de personnes d'un peu partout. Mais c'est aussi intéressant de se pencher sur l'origine du vaudou, c'est-à-dire les religions africaines. Puis ce qui revient souvent dans les mythes d'origine africaine, c'est la puissance des femmes dans les représentations divines. Dans les cérémonies Guélédé, par exemple, un type de cérémonie qui est pratiqué par la communauté Yoruba-Nago établie au Bénin, au Nigeria et au Togo, on célèbre la force créatrice des femmes et leur connaissance des pouvoirs de guérison. Le Guélédé a lieu tous les ans après les récoltes et c'est considéré comme du patrimoine immatériel d'ailleurs. On le célèbre à l'occasion d'événements importants en cas de sécheresse ou d'épidémie pour rendre hommage à la mère primordiale et au rôle important que jouent les femmes dans l'organisation sociale. On pense que les femmes ont un pouvoir mystique, mais aussi destructeur, qu'il faut savoir canaliser. On craint beaucoup ce côté puissant et incontrôlable des femmes, et c'est une chose qui est beaucoup représentée dans les mythes fondateurs. Dans la religion vaudou en Nouvelle-Orléans, cette dualité-là est aussi présente à travers le personnage de Erzulie, qui est une divinité et qui possède deux côtés. Il y a Erzulie Freda, qui est liée à la séduction, à la féminité, et Erzulie Dentor, qui est plutôt une guerrière, protectrice des femmes et patronne des lesbiennes. Et comme les esclaves devaient cacher leurs croyances et leurs pratiques, souvent, les images des divinités vaudou ont été associées à des images de saints chrétiens ou catholiques. Donc, Erzulie a beaucoup été associée à la Vierge Marie. Et ce pouvoir des femmes crée toujours beaucoup de peur, même encore aujourd'hui. En Afrique, de nos jours, vous pouvez être enfermé dans un camp de sorcières dans les pays comme la Zambie ou le Ghana. Si vous n'enfantez pas de garçon ou si un de vos proches meurt de manière mystérieuse, vous pouvez vraiment être accusé de sorcellerie. Et certaines femmes passent leur vie dans ces camps de sorcières où elles sont privées d'eau et d'électricité, sont enlevées de leur village et sont contraintes de vivre dans le camp sous peine d'être mutilées ou même tuées. Mais pour revenir au passé et au vaudou, il y a une prêtresse vaudou qui va être redoutée de tous, et c'est Marie Laveau, qui est née au 19e siècle, en Nouvelle-Orléans, dans un quartier où on parle français et où on pratique abondamment le culte de vaudou. À l'époque, la Louisiane est sous domination française d'ailleurs, après une quarantaine d'années là, sous la domination espagnole. Et fun fact, elle sera vendue quelques années plus tard par Napoléon aux États-Unis. En 1830, en Louisiane, il y a 42 000 esclaves, soit 13% de la population. Ça fait beaucoup de monde.
Marie Laveau était veuve, pratiquait activement la divination, l'occultisme et la magie, tout en travaillant comme coiffeuse chez des femmes bourgeoises blanches. Et c'est d'ailleurs de là qu'elle tirait tout le gossip de la Louisiane, et c'est pour ça qu'on disait qu'elle avait des dons de divination, parce qu'elle était toujours au courant de tout. Et on la déclare même Mambo, ce qui veut dire grande prêtresse vaudou, et on pense que son rôle est vraiment d'interpréter la volonté des Loas. Les Loas, ce sont les esprits du culte vaudou. Elle organise aussi des cérémonies secrètes chez elle, dans son propre foyer, dans son jardin aussi, où elle évoque l'esprit de la divinité zombie qui se manifeste sous la forme d'un serpent. Mais ça l'empêchait pas d'être catholique et très pieuse. Puis ça, c'est vraiment un bon exemple du métissage entre les rites et les croyances qu'on peut observer avec la fusion de la culture coloniale et celle dont les ancêtres ont été exploités dans les plantations de coton, de canne à sucre et de tabac, entre autres. Après la mort de Marie Laveau, il y a beaucoup de personnes qui disent avoir vu son fantôme rôder dans les rues, d'ailleurs. Dans les traditions caribéennes, il y a plusieurs pratiques qui incluent de confectionner des poudres avec des épices, des coquilles d'œufs pulvérisées, des plantes séchées, etc. Puis ça, c'est toutes des affaires qu'on trouve dans la cuisine et qui, traditionnellement, gèrent les ressources alimentaires, ce sont les femmes. Donc, la pratique des rites magiques se sont beaucoup transmis de mère en fille par la tradition orale. Puis ça, c'est une chose que je n'ai retrouvée nulle part dans mes recherches, à part dans le Hoodoo Voodoo Spellbook de Denise Alvarado. Donc, la plupart des historiens ont vraiment complètement ignoré le fait que c'était plutôt une pratique féminine et que ces savoirs-là se transmettaient vraiment de mère en fille. Donc, c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-moi, ça me ferait vraiment plaisir de faire des recherches pour vous. Sinon, on se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.